Voilà, me revoilà ici. Voilà, je me décale bien de ce côté pour vous montrer que on est de retour pour une nouvelle séquence consacrée à ces fameuses séries télé. Et que là, j'ai décidé de partir sur un symbole qui est un triangle. Alors le triangle, je vais donc utiliser ma magnifique ardoise. Donc le symbole, alors je vais vous le faire. Voilà, un triangle. Attends, est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Il faut que je me rapproche pour vous montrer donc qu'on va partir d'un triangle. Avec ce triangle, alors il faut que je trouve l'information. Et si je rajoute à ce triangle un rond comme ça. Voilà, sur la pointe du triangle, j'ajoute un rond. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à une série télé. Et ça vous fait penser à ça. Voilà. Ça vous fait penser à Stargate SG1. Exactement. Ok. Je reviendrai à la recherche de mon objet mystère tout à l'heure. Alors, Stargate SG1. Parce qu'il va y avoir tout un enchaînement évidemment de liens de cause à effet donc avec Stargate SG1. Donc j'étais voilà, je suis avec mes petites cartonnettes que j'avais bien sur mes cartonnettes. Une qui était inscrite Stargate. Stargate, évidemment, la porte des étoiles, hein, c'est tout simplement tout bête, hein, la traduction. Évidemment, on retrouve donc bien sûr le nom de porte des étoiles dans le titre de la version québécoise. Stargate SG1 est une série télévisée américano-canadienne. Américo-canadienne de science-fiction militaire composée de 10 saisons, soit 214 épisodes de 42 minutes. Ça a duré 10 ans. Hein. Voilà. Évidemment, c'est typiquement inspiré du film. Voilà, le film qui s'intitule Stargate, la porte des étoiles. Voilà, on n'a pas été chercher bien loin. On s'est inspiré donc du film de Roland Emmerich, évidemment, avec la même base, donc une porte des étoiles, une porte circulaire, avec plein de symboles. Avec ces symboles, on peut faire des combinaisons comme pour ouvrir un cadenas, évidemment. On a donc plusieurs combinaisons possibles avec différents symboles évidemment de l'égyptologie. Ça vient de l'Égypte, évidemment, parce qu'ils ont trouvé la porte des étoiles dans une pyramide, d'où le symbole du triangle de la pyramide. Et donc, voilà, je vais tout vous expliquer avec l'histoire, mais parlons de la diffusion. C'était en 97. Entre 97 et 2002, en Amérique, puis de 2002 à 2007, évidemment sur la chaîne Sci-Fi, en Amérique. Mais en France, c'était donc diffusé en 98, à partir du 27 février 98 au 13 novembre 2007, sur Série Club, et entre le 18 septembre 98 et le 8 décembre 2007 sur la 6ème chaîne, évidemment, sauf les 8 derniers épisodes de la saison 10 qui ne seront pas diffusés sur cette chaîne, mais sur la petite sœur, W9, un peu plus tard. Voilà. Depuis, elle est intégralement rediffusée depuis le 14 janvier 2010 sur Énergie 12
Et depuis le 21 novembre 2017 sur du RTL 9. Voilà. Donc diffusé également en Belgique, au Québec, etc. En Suisse même. Voilà. Et bien sûr, la série est suivie de deux téléfilms. Stargate, l'Arche de Vérité et Stargate Continuum. Elle a également inspiré bien sûr 3 séries dérivées. La série animée Stargate Infinity en 2002, Stargate Atlantis en 2004, Stargate et Stargate Universe en 2009, ainsi qu'une web série nommée Stargate Origins en 2018. Alors je sors évidemment mon gros dossier Stargate SG1, évidemment. Alors l'action de Stargate SG1 commence un peu plus d'un an après celle du film Stargate, la porte des étoiles. Le programme est plus ou moins à l'abandon et le colonel O'Neill est à la retraite. Mais un commando extraterrestre avec des uniformes similaires à ceux des soldats de Ra traverse la porte des étoiles et envahit la base de Stargate Command sur Terre. Le général Hammond veut alors envoyer une autre bombe atomique sur Abydos. O'Neill se voit alors obligé d'avouer qu'il a menti dans son rapport de mission l'année dernière et qu'il a fait exploser la précédente bombe nucléaire dans le vaisseau de Ra et non à la surface, et du même coup que Daniel Jackson est toujours vivant et qu'il garde la porte sur Abydos. Après un échange de messages, O'Neill part sur la planète et se voit confirmer par Daniel qu'aucun Goa'uld n'a traversé la porte. Ce dernier explique alors qu'il existe un réseau de plus d'une centaine de portes menant à autant de mondes différents et que sur Abydos, il a trouvé toute une série de coordonnées qui ne semblent plus fonctionner. Avec l'aide de quelques ordinateurs, il recalcule la position actuelle des planètes par rapport à celle indiquée par des coordonnées vieilles de plusieurs millénaires. L'armée décide alors qu'ils doivent explorer les mondes accessibles par la porte des étoiles pour évaluer les menaces extraterrestres. Ainsi, le programme Stargate renaît et O'Neill est responsable de SG1, la première équipe. Pendant ce temps, sur Abydos, des extraterrestres passent la porte et font un raid, enlevant de nombreuses personnes, dont Shar, la femme de Daniel, et Skara, son frère. Daniel, trouvant alors un intérêt personnel à participer à l'opération, rejoint SG1 en tant qu'archéologue et spécialiste des civilisations anciennes. La première mission de SG1 est d'aller sauver les personnes enlevées, mais l'équipe se fait rapidement capturer à son tour. Ils ne devront leur salut qu'un certain Teal'c, un garde Jaffa qui décide de tout quitter pour les suivre dans l'espoir de libérer son peuple des faux dieux. Par la suite, Teal'c rejoindra SG1 ainsi que le capitaine Samantha Carter, une physicienne du contingent. Voilà, donc bien sûr, si vous voulez voir comment s'écrit les noms que j'ai prononcés, quelques-uns, comme par exemple Goa'uld, Teal'c, ou encore Ra, c'est R-A avec un accent circonflexe sur le A. Évidemment, c'est bien sûr un peu inspiré de la mythologie égyptienne. Évidemment. Cette série donc met en scène, bien sûr, une branche spéciale de l'Air Force américaine, la SGC, la Stargate Command, dont les équipes explorent d'autres planètes grâce à une porte des étoiles et y mènent une lutte continue contre une race d'extraterrestres parasites appelés les Goa'uld. Les Goa'uld règnent sur un grand nombre de planètes de la galaxie et seraient des dieux d'anciennes mythologies terriennes. Au cours de ces explorations, l'équipe SG1 rencontre aussi bien des peuples pacifiques tels que les Nox ou les Asgard, que des peuples
en mal de puissance, tels que les Républicateurs et les Oris. La série s'inspire aussi d'épisodes récents de l'histoire humaine, guerre froide, etc. Que des mythologies anciennes, évidemment les mythologies égyptiennes, nordiques, ou les légendes arthuriennes, pour créer des épisodes indépendants ou des arcs entiers de scénario, enfin des parties entières de scénar. Les grandes religions monothéistes demeureront assez absents des premières saisons, hormis de rares exceptions évidemment, comme par exemple l'épisode sur le christianisme durant la saison 3. L'ascension, bien sûr, c'est un processus par lequel seuls certains êtres humains peuvent accéder à un niveau supérieur, s'inspire à la fois de l'idée du paradis et du bouddhisme. Les dernières saisons, bien sûr, ils sont centrés sur la menace Ori, qui sont à la fois inspirés de la période de l'Inquisition et la légende d'Arthur, notamment avec le personnage clé d'un certain Merlin. Et voilà, je ne vous raconte pas tout le reste du sujet, l'évolution des personnages, le tournage, donc tourné à Vancouver. Voilà, maquillage, costumes, décors, effets spéciaux, musique, etc. Voilà, il y a tout un long sujet. Hein. Je ne vais pas passer 1 heure à tout vous raconter. Voilà, et également tout ce qui concerne évidemment l'univers et les concepts de la série, évidemment, avec les différentes races de tribus. Voilà. Les acteurs principaux, évidemment, que tout le monde connaît, évidemment, surtout un, celui qui joue le rôle du colonel Jack O'Neill, avec la célébrissime voix française de Jack O'Neill, bien sûr, qui s'appelle Edgar Givry. Voilà, on a donc ensuite le personnage de Daniel Jackson, le spécialiste évidemment en écriture ancienne. Samantha Carter, partenaire évidemment de Jack O'Neill. Amanda Tapping, on la retrouvera évidemment dans d'autres séries, Amanda Tapping, comme par exemple Jack O'Neill. Teal'c, Christopher Judge, le général George Hammond. Il y a aussi bien sûr Janet Fraser, avec bien sûr l'actrice Terrell Rothery, le docteur Frazier. Voilà, Jonas Quinn, ça c'est un petit peu plus tard dans la série. Voilà, et ensuite dans les dernières saisons, on a bien sûr l'arrivée de Claudia Black dans le rôle de Vala Maldoran. Et ensuite, bien sûr, les derniers acteurs sont donc Cameron Mitchell, évidemment, et Harry Landry. Évidemment, le célèbre acteur qui s'appelle Beau Bridges. Voilà, après, bien sûr, pour voir qui c'est qui double leur voix dans la version française, bien sûr, c'est tout dans ce petit document. Parce que j'ai plein de séries à vous parler, j'ai plein de trucs à vous parler. Donc ça, hop, Stargate, c'est fait. Mais vous me dites, qui joue le rôle de Jack O'Neill? Eh ben, c'était un peu le suspense de ce début de vidéo. Parce que ça va être bien sûr un lien avec d'autres séries. Richard Dean Anderson. Bon, le petit bruit qu'on entend, c'est bien sûr le lave-vaisselle qui marche. Voilà. Et bon, ça va pas durer longtemps. Enfin, si, ça va durer pendant toute la vidéo. Le petit bruit, le petit fond sonore qui laisse, bien sûr, qui ne laisse aucun moment de silence là-dessus. Donc, j'en étais où? J'en étais au colonel Jack O'Neill. Il a fait ça pendant combien de... il a fait quasiment les... Il a fait 8 saisons, plus les deux dernières de façon un peu récurrente.
Le colonel Jack O'Neill, bien sûr, n'est autre que le célébrissime acteur qui s'appelle Richard Dean Anderson, acteur, producteur américain, bien sûr, né en 1950 à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis, bien sûr. Voilà, donc c'est une grande famille, la famille Dean Anderson, la famille Anderson, parce que Richard Dean, ce sont deux prénoms, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, voilà une grande famille de 4 enfants. Voilà. Il est d'origine écossais, suédois, norvégien, amérindien et finlandais suédois. Donc il a grandi dans l'état du Minnesota. Ah ouais, durant son enfance, il s'est brisé les 2 bras, ce qui met un terme à son ambition de devenir joueur de hockey pro. Voilà, il développe alors un intérêt pour l'art, la musique, le théâtre, et finalement, bien sûr, acteur, producteur depuis un certain moment. Et oui, parce que ce n'est qu'à partir de 1985 que Richard Dean Anderson, alors âgé de 35 ans, franchit un palier dans sa carrière en interprétant le rôle du célèbre Angus MacGyver dans la série américaine du même nom, bien sûr, MacGyver. Dans la série américaine du même nom qui le fit connaître dans le monde entier. Celui-ci connut en effet un grand effet aux États-Unis, mais aussi au niveau international jusqu'au début des années 90. MacGyver, bien sûr, dépeignait les pérégrinations d'un personnage mélangeant un mélange d'espion et d'aventurier au service d'une agence gouvernementale qui, au fil des épisodes, était plus prompte à utiliser son sens créatif, de résoudre les situations délicates dans lesquelles il pouvait se trouver, et notamment cette spécificité qui fit la renommée de la série et donc de l'acteur jouant son rôle principal avec un célèbre couteau suisse. Et ça, on va y revenir dans quelques minutes. Et je rappelle bien sûr que toute sa carrière, bien sûr, c'est MacGyver et Stargate. Voilà, en fait. Sa carrière télévisuelle, c'est MacGyver et Stargate. Évidemment, après ces quelques années marquées notamment par 2 longs métrages télévisés basés sur la série MacGyver, Richard Dean Anderson intègre en 1997 la série Stargate SG1. Donc voilà, jouant jusque dans les années 2000 le rôle de Jack O'Neill, colonel puis lieutenant général de l'armée américaine chargé de diriger l'équipe SG1 dans diverses explorations d'autres mondes au travers des portes des étoiles. Cette série qui connut elle aussi le succès international est basée sur le film du même nom, sorti quelques années plus tôt. Après 8 ans en tant que personnage principal, il quitte la série pour s'occuper de sa famille. Néanmoins, il sera présent en tant qu'invité dans 4 épisodes des saisons 9 et 10, ainsi que dans 4 épisodes de Stargate Atlantis, 6 épisodes de Stargate Universe et dans le téléfilm Stargate Continuum. Il devrait retrouver un rôle principal dans le téléfilm qui a été bien sûr annulé, Stargate Revolution. Richard Anderson est un grand fan des Simpsons. Il est ainsi invité dans le 17e épisode de la 17e saison de la série, où il prête sa voix pour son personnage. Dans cet épisode, il enlève et séquestré par les sœurs jumelles de Marge Simpson, évidemment Patty et Selma Bouvier, des fans inconditionnels de MacGyver et présidente du fan club local. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil, bien sûr, américain, de Matt Groening, du créateur des Simpsons, à, bien sûr, Richard Anderson, et de la série MacGyver, évidemment. C'est donc, si vous voulez bien sûr retrouver cet épisode, évidemment, le titre de cet épisode des Simpsons, c'est Notre Homer qui est un dieu. Voilà. Et en anglais, le titre de l'épisode en anglais, c'est Kiss Kiss Bangalore.
Les clins d'œil aux Simpsons dans la série Stargate SG1 sont aussi courantes. Voilà, par exemple, le colonel Jack O'Neill dessine le visage de Homer Simpson sur le mur avec la jeune fille à la fin de l'épisode du 5e épisode de la 3e saison intitulé Méthode d'apprentissage. Dans le 10e épisode de la 4e saison, Sous la glace, après avoir perdu la mémoire, le colonel Jack O'Neill se rappelle qu'un homme gros et chauve occupe une place très importante dans sa vie. Évidemment. Dans le 4e épisode de la 6e saison, bien sûr, prisonnière de glace, le colonel Jack O'Neill est embêté d'avoir oublié d'enregistrer les Simpsons et répond à Tilt qui l'interroge d'un haussement de sourcil. C'est très important pour moi. Dans le 21e épisode de la 7e saison, La Cité perdue, le colonel Jack O'Neill demande la permission de rentrer chez lui après avoir été aspiré par la bibliothèque des anciens car un épisode des Simpsons va bientôt commencer. Puis le colonel Jack O'Neill est dans sa maison avec l'équipe SG1 et dit que M. Burns est un Goa'uld. Voilà. Après, bien sûr, on ne va pas rentrer dans sa vie privée, on ne va pas rentrer dans sa longue filmographie. Parce que, bien sûr, il a fait pas mal de téléfilms. Il a même joué dans un épisode de La Croisière s'amuse. Il a joué également dans MacGyver, Stargate SG1, Stargate Atlantique, les Simpsons. Ouais. Bon, en fait, pour... Ouais, voilà, c'est un acteur très à part. Pourquoi je vous parle donc? Comment on passe de Stargate SG1. Vous voyez? Pas évident avec la lumière. On va passer tout de suite. On va pas vous présenter l'objet, parce que l'objet n'est pas tout à fait enfin, c'est une copie de l'original de MacGyver. Alors, de MacGyver, mais la version des années 90, hein, évidemment, MacGyver, l'original. Avec Richard Dean Anderson dans le rôle donc de Angus MacGyver. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Le personnage principal, donc, c'est Angus MacGyver, qui travaille souvent comme agent secret, aventurier ou comme participant à des missions humanitaires. Dès la 2e saison de la version originale, il devient membre de l'agence secrète fictive dite la Fondation Phoenix. La capacité la plus étonnante de MacGyver est l'application pratique et ingénieuse des sciences et de l'ingénierie combinée à l'utilisation des objets du quotidien. D'une manière inédite, avec ce talent, MacGyver trouve une multitude de solutions étonnantes pour résoudre divers problèmes comme l'évasion lors d'une captivité ou le désamorçage de charges explosives. Patati et patata. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette version originale diffusée donc dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. C'est ça. Voilà, la série a été un succès donc d'audience. En 2003, il y avait donc un pilote de série intitulé Young MacGyver est diffusé aux États-Unis, qui mettant en scène le neveu de MacGyver, interprété par Jared Padalecki. Et en 2016, un reboot, bien sûr, de la série également intitulée MacGyver est diffusé aux États-Unis. Le rôle titre est attribué à Lucas Steele. Ça, on reviendra sur cette nouvelle, sur la version moderne un peu plus tard. On va rester sur la version originale avec Richard Dean Anderson, avec donc la série qui tourne autour du personnage, bien sûr. Voilà. Alors, je vous fais un petit résumé rapide de la série. Angus MacGyver est un agent secret du département des services externes, puis employé de la Fondation Phoenix, une société privée à but non lucratif à partir de l'épisode 11. Son chef de service, qui est aussi son ami, s'appelle Peter Thornton. Thornton.
C'est d'ailleurs, bien sûr, Stanton qui va lui imposer d'entrer à la Fondation Phoenix. Par la suite, MacGyver est un héros anti-armes. Il n'utilise jamais d'armes à feu qui lui répugnent, sauf bien sûr pour assommer ses ennemis avec la crosse, où il peut également s'en servir comme clé anglaise. Bricoleur hors pair, il ne se sépare jamais de son couteau suisse qui lui sert à fabriquer toutes sortes de dispositifs ingénieux afin de se sortir de nombreuses situations périlleuses comme dans lesquelles il se retrouve souvent impliqué. Par exemple, colmater une fuite d'eau avec un chewing-gum, boucher une fuite d'acide avec du chocolat, fabriquer un hyperpropulseur avec un nettoyeur haute pression accroché à son dos. Voilà, face à chaque problème auquel il est confronté, MacGyver arrive toujours à trouver une solution inédite et astucieuse et souvent étonnante. Évidemment, l'objectif de cette série, c'est de susciter l'intérêt pour les sciences appliquées. En particulier, évidemment, tout ce qui est ingénierie, tout en proposant des scénarios crédibles. Tous les exploits de MacGyver sont fondés sur des principes scientifiques, dans les rares cas où MacGyver utilise des produits chimiques ménagers pour créer des poissons, des explosifs ou d'autres inventions jugées trop dangereuses pour être décrites avec précision au public. Certains détails sont notifiés ou laissés dans le vague. Ce type de comportement est entré dans la culture populaire aux États-Unis sous la dénonciation de MacGyverisme, un terme utilisé pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 2. Voilà. La série a souvent aussi porté sur des questions sociales, bien plus dans les saisons 4 à 7 que dans les saisons 1 à 3, mais les scénarios restent pour la plupart basés sur les aventures de MacGyver travaillant pour le gouvernement des États-Unis et plus tard pour la fondation Phoenix. Comme dans la version moderne, il y a bien sûr des méchants. Donc, on a donc Richard Dean Anderson dans le rôle bien sûr de Angus MacGyver, et celui donc qui se fait appeler Pete par Angus MacGyver dans la version originale, évidemment. Voilà. Et vous me dites, est-ce que c'est vraiment la même voix que la version moderne? Il faut vous dire que oui. Eh oui, les producteurs ont décidé de garder la même voix française de Richard Dean Anderson, de MacGyver, Angus MacGyver de l'ancienne version des années 80-90, pour la transférer sur le nouveau MacGyver interprété par Lucas Steele dans la nouvelle version diffusée sur M6, et que vous pouvez donc retrouver quelques-unes de ces les 2-3 saisons qui ont déjà été diffusées, mais vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Salto, voire même sur 6 Play. Pardon. Sur 6 Play, parce que malheureusement, ils ne sont plus diffusés sur M6 depuis la semaine dernière. Et à partir de samedi, ce sera une autre série qui prend la place de MacGyver sur le samedi soir sur la 6. On parlera évidemment d'une série avec des avocats. Voilà. Et parmi les acteurs récurrents, on peut retrouver une certaine Terry Hatcher. Et puis, Terry Hatcher, même si elle a joué dans Lois et Clark, le nouveau apôtre de Superman, dans Desperate Housewives, elle a même donc joué un rôle durant 5 saisons dans la série MacGyver. Elle jouait le rôle de Penny Parker dans la version des années 80-90. Voilà. On retrouve évidemment également celui qui va revenir évidemment sous une autre forme, le méchant récurrent de MacGyver de la saison 2 à la saison 7 de cette version originale, monsieur, c'est le célébrissime Murdoch, évidemment, Murdoch. Et évidemment, et oui, dans la version originale, bien sûr, c'est Michael
des Bars, qui joue le rôle du méchant Murdoch. Voilà, après il y a d'autres méchants, évidemment d'autres acteurs récurrents dans l'histoire. Voilà, après il y a toute la liste de tous ceux qui apparaissent dans quelques épisodes. Et donc Angus MacGyver, plus souvent appelé par son patronyme MacGyver, il est le seul à être présent dans tous les épisodes. Voilà, la date de naissance de son personnage, c'est le 23 mars 1951. Toutefois, en zoomant sur le passeport de l'épisode pour un sourire de Penny, MacGyver serait né le 23 janvier 1951 à Mission City, dans le Minnesota. Il refuse de porter ou d'utiliser une arme à feu en raison d'un accident dans son enfance ou avec un revolver qui a entraîné la mort d'un ami. Le personnage est décrit comme un ardent opposant aux armes, ainsi que comme un partisan de la prévention de l'environnement, de l'égalité des hommes et de l'aide aux pauvres. Il voit en son employeur de la Fondation Phoenix évidemment une alternative pour résoudre différents problèmes diplomatiques ou humanitaires plutôt que par l'utilisation des armes. Évidemment, et le supérieur hiérarchique de MacGyver à la Fondation Phoenix, bien sûr, Pete, c'est aussi un ami de longue date de MacGyver. Et donc, j'avais dit qu'il y avait donc Terry Hatcher dans le rôle de Penny Parker, et que Penny Parker, il y a un petit descriptif sur l'entourage. Penny Parker, une fille qui rêve de devenir une vedette du musical. La poursuite effrénée de son rêve, son insouciance et son charme l'attirent toujours dans des situations incroyables. Voilà. Et comme même dans la version moderne, il y a aussi un certain Jack Dalton. Le Jack Dalton des années 80-90, c'est Bruce McGill, évidemment. Et dans la version originale, bien sûr, des infos sur Jack Dalton, pilote d'avion et ami du héros. Il apparaît régulièrement dans la série et il plonge à chaque fois MacGyver dans des situations délicates venues pour le secourir. De plus, il met souvent en place des blagues de mauvais goût. Voilà. Dans la version originale, bien sûr, il n'apparaît que 19 fois dans toute la série. Évidemment, dans la version moderne, il devient un peu plus récurrent. On reviendra sur la version moderne, évidemment, avec les acteurs, évidemment. Voilà, et des infos sur Murdoch dans la version originale, bien sûr. C'est donc Murdoch, le tueur à gages qui essaye à plusieurs reprises de tuer MacGyver avant de demander son aide. Dans la 5e saison, Murdoch n'a jamais manqué sa cible avant de trouver MacGyver sur son chemin. Un épisode retrace la rencontre entre Pete et MacGyver pour traquer Murdoch. Murdoch a aussi la particularité de donner l'impression de mourir à la fin de l'épisode, mais sans que son corps ne soit retrouvé, sauf celui où il demande l'aide de MacGyver. Voilà. La série télévisée a été tournée en Californie du Sud. Voilà. Après, je ne parle pas de tout ce qui tourne autour de la série. Évidemment, toutes les petites anecdotes. Voilà. C'est vrai que cette série n'a pas eu beaucoup de récompenses. Donc voilà, donc ça a duré donc je crois 7 saisons. Voilà la série complète, donc ça fait 139 épisodes. Et ça c'est quoi ça? Ah non, ça c'est le DVD, pardon, c'est les DVD qui ont. D'accord.
Voilà, donc après, je vais chercher l'histoire du reboot. Alors, le reboot, je l'ai juste avant. Voilà, le reboot. Donc, le reboot, voilà, MacGyver, hop, le petit aimant numéro 1, hop, je le récupère sans me faire mal au bras. Hop là, voilà. Hop là, je l'enlève et je le mets hop en bas. Voilà. Donc on continue toujours sur MacGyver, et cette fois-ci avec la version des années 2000, 2016 exactement. La version 2016, diffusée sur M6 évidemment jusqu'à samedi dernier, qui parle d'un brillant étudiant du MIT, Angus MacGyver, ou plus simplement appelé Mac, travaille pour le gouvernement dans la Fondation Phoenix, qui se fait passer pour un laboratoire d'idées. Il travaille en tant qu'agent secret, utilisant ses dons et son intelligence pour effectuer des missions périlleuses nécessitant un sens aigu de la débrouille. Et bien sûr le système D. Il fait équipe avec plusieurs personnes qui le suivent dans ses aventures. On a donc Patricia Thornton, voilà, Patricia, on va plutôt appeler ça Patricia, la responsable et donneuse d'ordre au sein de la Fondation Phoenix. Dans la version originale, bien sûr, le patron, la responsable était un homme. Dans la version moderne, c'est une femme. Donc la donneuse d'ordre au sein de la Fondation Phoenix, à laquelle MacGyver est rattaché dans l'épisode 12 de la saison 1, elle est révélée être une traîtresse, membre de l'organisation sous le nom de Code de Chrysalide, puis elle est arrêtée. Comme dans la version originale, bien sûr, dans la version moderne, on a le fameux Jack Dalton, ami et collègue de MacGyver, qui l'accompagne sur toutes les missions pour le seconder et lui prêter main forte, ainsi que et même de surveiller ses arrières. Il quittera Phoenix dans l'épisode 14 de la saison 3. Riley Davis, l'informaticienne et hackeuse de génie de l'équipe. Évidemment, donc Lucas Hill qui fait bien sûr Angus MacGyver. On a donc ensuite on a bien sûr Tristin Mays. Tristin Mays qui joue le rôle de Riley Davis. Attends, je vérifie. Je vérifie une petite info que je vous donne. J'ai peut-être fait une grosse erreur dans la voix française. D'accord, c'est que oui, c'est en fait Richardine Anderson qui garde bien sûr la même voix française que dans la série Stargate, mais ce n'est pas la même voix que dans la version moderne. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Désolé pour cette petite erreur de compréhension. Donc Lucas Steele, qui joue le rôle d'Angus bien sûr, est doublé par la voix française de Axel Kiener. Kiener. Donc on en est tout. On était à Jack Dalton, donc Riley l'informaticienne, Bowser, Wilt Bowser, l'ami d'enfance et colocataire de Mac. Évidemment, c'est celui qui est un peu l'agent, le gars qui fait les gadgets, là, en fait. Et donc, la remplaçante, la nouvelle responsable, bien sûr, qui s'appelle Mathilda Weber, évidemment, on la surnomme Mathy. La remplaçante, évidemment, qui deviendra la responsable et la donneuse d'ordre dans la Fondation Phoenix. Voilà. Après, bien sûr, on retrouve une ancienne agente de la CIA désavouée qui a rejoint brièvement la Fondation Phoenix lors de la deuxième saison. On a la petite amie de Bowser qui devient également agent. Leanna Martin. James MacGyver, évidemment, le père d'Angus MacGyver, évidemment, directeur caché de la Fondation Phoenix.
Et Désirée Nguyen, remplaçante de Jack Dalton, choisie par celui-ci, chargée de la sécurité de l'équipe. Elle est experte en arts martiaux. Évidemment, Désirée Nguyen est interprétée, monsieur, par l'actrice Lévi Tran. Je vais la voir qui commence un peu à se dérouiller. Voilà, Jack Dalton, l'acteur qui joue Jack Dalton, bien sûr, on le retrouve dans Les Experts. Las Vegas, c'est bien sûr George Hayes. Voilà, Isabelle Lucas qui joue le rôle de Samantha Cage. Et bien sûr Sandrine Holt qui a joué bien sûr le rôle de la patronne au début de la série. Voilà, et David Dastmalchian qui joue le rôle de Murdoch. Voilà. On a ensuite, dans la série, on a la mère de Riley, on voit aussi le père de Riley. Donc le père d'Angus MacGyver, évidemment, c'est Ted Donovan. On retrouve évidemment le mari de Matty, la petite amie de MacGyver, dans la saison 3. Voilà, et bien sûr, il y a évidemment dans cette série une espèce de crossover, un mélange de MacGyver et de Highway 5.0, avec bien sûr, avec la participation de Kamekona Tupuola, évidemment, de Jerry Ortega, de Chin-Woo Kelly, de Kono Kanakawa. Évidemment, je parle évidemment de la version moderne de Hawaii Police d'État. Bon, après, on ne parle pas de la production. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, la série, cette fois-ci, a été tournée à Portland, dans l'état de l'Oregon, aux États-Unis. Sauf, évidemment, pour l'épisode tourné à Hawaï, avec, bien sûr, Hawaii 5.0. Voilà. Je regarde les infos. Quelques petites références à la série originale. Dans plusieurs épisodes de cette nouvelle version, on peut voir MacGyver faire une figure différente avec un trombone. C'est un objet bien connu des fans de Mac, puisqu'il en utilisait beaucoup lors de ses missions pour s'en sortir d'une situation délicate. Mais dans le premier épisode de la première saison, on peut apercevoir lors d'une scène MacGyver ramasser un missile et le mettre sur son épaule. Petit clin d'œil à l'un des épisodes de la série originale et aussi à la première version du générique. Dans le quatrième épisode de la saison 1, MacGyver donne des conseils pour désamorcer une bombe à un agent en mission. Elle se nomme Bannister, comme un certain Craig Bannister, une vieille connaissance d'Angus dans la version originale. Comme dans la première version de la série, bien sûr, on peut voir MacGyver utiliser un petit couteau suisse, un des éléments qui a fait le succès de la série et du personnage. Mais dans le premier épisode de la saison 1, on peut voir MacGyver s'adresser à sa patronne Patricia et l'appeler par son nom d'emprunt pour la soirée, à savoir Madame Elcar. C'est aussi le nom de l'acteur qui interprétait son homonyme masculin dans la série originale. D'accord, faut vraiment connaître, faut vraiment être fan pour voir tous ces détails. Des acteurs ayant joué dans la série originale participent à la nouvelle série. Voilà, et de nombreux personnages issus de la série originale sont aussi présents dans la nouvelle, comme Nicky Carpenter, Jack Dalton, Peter dans sa version féminine, Murdoch, Penny Parker, les frères Colton et leur mère, et encore le docteur Zito. Voilà, pour ceux qui se rappellent encore de la version originale. Voilà, je pense qu'on va faire une coupure là-dessus. Parce que du coup, comme j'ai un tout petit peu parlé du crossover avec Hawaii 5.0, mais comme j'ai déjà parlé de Hawaii 5.0,
Je vais donc revenir sur Hawaii 5.0 parce que là, qu'est-ce qu'il me reste à parler? Il me reste à parler de Las Vegas, de vous parler dans la prochaine vidéo. Je vais sans doute vous parler d'Hawaï, un peu d'Hawaï et un peu de Las Vegas. Voilà. On va faire ça comme ça. Je regarde si tout est ok. Voilà, donc prochaine vidéo, donc Hawaï et un peu de Las Vegas. Voilà, Hawaï évidemment en rapport avec la série Magnum. Je vais un peu vous parler bien sûr un tout petit peu de Magnum, un tout petit peu de Hawaï et un tout petit peu de Las Vegas. Dans la prochaine vidéo, là il faut juste que j'aille boire un petit coup d'eau, que je fasse un petit peu calmer un peu la gorge. Et j'ai en plus une petite tâche ménagère à faire. Voilà, j'ai une petite table j'ai quelques petits t-shirts à repasser, donc je vais faire du repassage tout en laissant reposer un peu ma gorge pour ensuite tourner une nouvelle vidéo bientôt, quand j'aurai le temps d'en faire une sur ce que j'ai pas encore parlé, qui est dans mon classeur, dans mes dossiers de séries télé. Oula, j'ai la voix qui se débrouille. On va se calmer, on va faire une pause. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre un pouce en haut si vous avez aimé, des commentaires en bas de la vidéo, la petite cloche bien sûr pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne évidemment. Et après j'espère que ça vous a plu. Voilà mes petites vidéos instructives sur les séries télé. Donc c'était un peu tout ce qui tournait autour de Richard Dean Anderson, de Stargate à MacGyver évidemment. À suivre donc un peu de Hawaï, un peu de Las Vegas, tout ça dans une prochaine vidéo là-dessus. Évidemment, vous pouvez compter sur moi. Évidemment, on va également, pour ce mois un peu spécial, le mois de mai, le mois de mon anniversaire, le mois où on n'a pas de vote à faire, un mois où il y a pas mal de boulot à faire pour moi, où je vais avoir pas mal de boulot qui vont arriver, le théâtre, etc. Et vous me dites que d'un seul coup c'est calme, que la machine s'est un peu calmée, voilà, qui est presque fini le lavage de ma vaisselle. Donc on va profiter de ce silence pour vous souhaiter une bonne journée bien sûr. Et on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Toujours ici sur mon canapé avec mon magnifique panneau d'infos. Donc évidemment on ne compte pas ce qui est en noir, ce que je vais mettre de côté pour plus tard, Gotham et les légendes. On va rester sur Las Vegas avec Magnum, Hawaii 5.0 et peut-être, je le mets ici, les experts, mais ça sera une autre histoire. Donc je le garde en bas du tableau. Voilà. Évidemment, après je parlerai évidemment de toutes les séries. Évidemment, je vais peut-être faire une vidéo un peu intime, mais avec le repassage avec tout ça. Voilà, j'enlève les deux petits, hop là, les deux petits jetons. N'oubliez pas que j'ai ma chaîne YouTube, que j'ai plusieurs chaînes YouTube, plusieurs pages Facebook que je dois gérer, avec une nouvelle page Facebook et peut-être un peu plus tard une nouvelle chaîne YouTube. Voilà, ça y est, on s'arrête là parce que je pense que le bruit de la machine est un peu embêtant, mais on va s'arrêter là et on se retrouve. Hop, désolé, je suis un peu bas.
À la prochaine fois. Bye bye.